Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau des conférences de Végétalis. Je vais animer cette première demi-journée de conférence qui est sur une thématique cruciale pour la région. Donc, comment, en tant qu'agriculteur, je peux m'adapter au changement climatique. Donc, nous allons aujourd'hui explorer les défis que le changement climatique impose aux agriculteurs, en particulier les producteurs de maïs, qui est évidemment une culture essentielle pour cette région. Nous allons aborder des impacts directs du climat sur leurs activités, les stratégies d'adaptation qui sont déjà mises en place ou à mettre en place, et les innovations nécessaires pour assurer la durabilité des exploitations agricoles. Alors, merci de votre présence et de votre participation active à ce débat. Alors, nous allons commencer maintenant, tout de suite, avec Jean Bedou, du pôle changement climatique de la Chambre d'agriculture 64. Bonjour Jean. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc commencer par vous parler dans le sud-ouest, quel impact du climat en 2030 et en 2050 pour la culture du maïs. Alors, peut-être, Jean, pouvez-vous commencer par nous expliquer vos missions à la Chambre d'agriculture? On y va, on continue, oui. Donc Jean Bedou, je travaille à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques et je suis responsable d'équipe sur le changement climatique. Donc j'anime une équipe de chargés de mission de toutes les filières pour travailler sur le changement climatique, à la fois sur le volet adaptation et sur le volet atténuation, donc réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, donc, c'est vous qui gérez la zapette. Ouais. Donc, je commence. Donc, l'objet de cette conférence, c'est les impacts en 2030 et 2050 du changement climatique sur la culture du maïs. Donc, je vais rappeler un peu où on en est sur le changement climatique en 2024. Ensuite, ce que l'on sait, ce que l'on voit déjà comme impact du changement climatique sur la culture du maïs. Et ensuite, ce qui nous attend dans le futur, donc en 2030 et en 2050. Et il y aura aussi des données en 2100 sur les graphiques que je vais vous présenter. Donc très clairement, dès aujourd'hui, le changement climatique, il est déjà présent. Oui, tout à fait. Donc par exemple, en 2024, donc là, vous avez l'écart aux normales saisonnières. Donc aux normales saisonnières, c'est 1991-2020, donc sur la station de Pau-Uzéan par mois. Donc vous voyez, quand c'est en rouge, c'est qu'il a fait plus chaud que les normales saisonnières, et quand c'est en bleu, c'est qu'il a fait plus froid. Au final, on a l'impression qu'on a eu une année assez clémente, mais seul en mai, enfin, il n'y a que les mois de mai et septembre où il a fait plus froid que les normales saisonnières. Et en France, il n'y a eu aucun été plus chaud que 2024 jusqu'à la canicule de 2003, quoi. C'est-à-dire que voilà, au XXe siècle, il n'y a eu aucun été aussi chaud que l'été 2024. Donc voilà, il faut sortir de l'idée que 2024, c'est une année froide. Et ça illustre le fait que nos perceptions de ce que sont les normalités des températures, elles évoluent. Voilà. Et là, on juge 2024 par rapport à ce qu'on a connu, par exemple, en 2022. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on sait déjà, en fait, nos corps, nous-mêmes, nous sommes déjà adaptés par rapport à il y a 10, 15 ans, et on n'a plus la même sensation de chaleur, c'est ça? C'est pas tellement... Je ne sais pas si on s'est déjà adapté, mais c'est en termes de perception que ça évolue grandement. Voilà. Et il faut aussi dire que la France n'est pas le centre du monde pour observer le changement climatique, évidemment. Donc là, vous avez la température donc en rouge foncé en 2024 par mois dans le monde. Et vous voyez en gris, c'est toutes les années précédentes depuis 1940. Et donc vous voyez que sur les 10 premiers mois de l'année 2024, c'est la plus chaude depuis 1850.
On va certainement battre encore le record cette année de l'année la plus chaude en 2024 dans le monde. Record qui a déjà été battu l'an dernier. Sans avoir de canicule pour autant. Oui, il y a eu des canicules dans d'autres pays du monde. Oui, là, on est bien dans sûr, oui, vous avez raison. Alors évidemment, le changement climatique, c'est pas qu'une histoire de température, et notamment cette année chez nous, c'était quand même une année qui a été marquée par les aléas climatiques, notamment par les pluies fortes et les vents forts. Et ça aussi, c'est lié en partie à l'évolution des températures. Donc pourquoi ? Déjà, un air plus chaud, ça contient plus de vapeur d'eau. Donc le volume potentiel de pluie, quand il y a des précipitations, il est potentiellement plus important. Ensuite, on est dans une période où les températures de la mer battent aussi de nombreux records. Et une mer plus chaude, ça fait plus d'énergie et d'humidité pour des précipitations très élevées. C'est l'exemple de la tempête Kirk qu'on a connue ces derniers mois. C'était exactement cette cause-là, qui est donc en partie tout à fait liée au changement climatique. Et ensuite, il y a la question des rivières atmosphériques qui font remonter de l'air humide et chaud depuis les tropiques et accentuent ces phénomènes-là. Donc le changement climatique, ce n'est pas des sécheresses continuelles. C'est certes des périodes de sèche qui vont se multiplier en fréquence et en intensité, mais c'est aussi des fortes pluies, des forts vents, avec des conséquences directes sur l'activité agricole. Et on a vu aussi cette année, justement, la conséquence des vents forts sur la culture du maïs, avec de nombreux maïs qui ont été par terre. Donc ce changement climatique, vous le savez tous, il est causé par les émissions de gaz à effet de serre qu'on produit avec les activités humaines. Et il se trouve, donc là vous avez l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans le monde depuis les années 90. Donc vous voyez que ces émissions elles sont en continuelle augmentation et elles ne sont pas pour l'instant en voie de stabilisation. Donc malgré une diminution en 2020 liée à l'épisode Covid, ces émissions sont aujourd'hui reparties à la hausse, donc ce qui favorise d'autant plus oui, le changement climatique. On a une belle courbe ascendante, progressive et continue. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, vous avez certainement entendu parler de la trajectoire de référence pour réfléchir à l'adaptation au changement climatique. Donc aujourd'hui, on considère que quand on réfléchit à l'adaptation au niveau français, il faut réfléchir à une augmentation de température à l'échelle 2100 à plus 4 degrés. Voilà. Donc c'est la trajectoire de référence. Donc c'est sur ça qu'on se base pour réfléchir toute adaptation sur tous les secteurs, dont le secteur agricole. Et donc voilà, ce plus 4 degrés qui a été cité par nos politiques, il vient de cette étude-là qui montre l'évolution potentielle du changement climatique. Donc là, on est en France, où vous voyez, en 2100, on atteint plus 3,8 degrés. Et donc, pour vous donner une idée par rapport à 2022, 2022, ça sera une année moyenne en termes de température, je ne parle pas en termes de précipitation, en 2060. Donc voilà, ça donne une idée. Donc évidemment, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des années plus froides, mais ça deviendra une année moyenne selon les modèles en 2060. Et ça fait peur quand même. Oui, en tout cas, c'est à ça qu'il faut se préparer. C'est à ça qu'il faut se préparer pour s'adapter. Sachant que ça, ce n'est pas des scénarios pessimistes, c'est si on continue les politiques actuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On voit dans le monde qu'il peut y avoir des changements politiques qui remettent en cause ces politiques-là aussi. Donc, c'est pas du tout un scénario pessimiste. L'effet Trump, on ne le connaît pas encore. Par exemple. Donc, si on regarde ce que l'on sait déjà sur le maïs et les impacts que ça a pu avoir sur le maïs, donc là, vous avez l'évolution des rendements de toutes les cultures, mais notamment du maïs, donc c'est la courbe du haut, l'évolution des rendements depuis les années 2000, et vous voyez que ces rendements, ils ont tendance à stagner autour de 90 quintaux hectares, voilà les rendements moyens. Alors qu'avant, ils étaient en continuelle augmentation. Et vous voyez qu'il y a plusieurs pics
de baisse de rendement, donc sur plusieurs années. Et il se trouve que ces pics de baisse de rendement, ils sont typiquement liés à des aléas climatiques causés par le changement climatique. Donc depuis la sécheresse estivale de 2003 dont tout le monde se rappelle, des stress hydriques aussi en 2005, une sécheresse estivale en 2016, des déficits de pluie en 2020 et la sécheresse qui est très fraîche dans les mémoires de 2022. Donc là, on voit très bien l'impact des aléas climatiques causés par le changement climatique sur la culture du maïs. Donc ça, c'est en Nouvelle-Aquitaine, mais on voit la même chose en Occitanie. Donc là, vous avez la même courbe donc, depuis les années 90. Donc vous voyez que là aussi, jusqu'aux années 2000, il y avait quand même une forte augmentation moyenne du rendement. Et après les années 2000, il y a une augmentation. Ici, on voit une petite augmentation largement plus légère, mais vous voyez des pics bas causés par les aléas climatiques. Alors, il faut bien dire aussi que les rendements ils stagnent ou ils sont en légère augmentation, mais malgré ça, il y a quand même du progrès génétique. Donc, c'est juste que du fait des aléas climatiques, le progrès génétique est moins bien valorisé, entre guillemets. Mais s'il n'y avait pas le progrès génétique, on serait certainement en situation pire. Pire et en diminution. Donc, voilà, aujourd'hui, des rendements moyens sur le maïs sont déjà pénalisés par le changement climatique, du moins certaines années, et malgré le progrès génétique. Donc 2022, c'est une année symptôme, exemple de ça. Donc là, vous avez l'évolution des maïs grains en 2022. Donc là, sur la carte, on est sur du maïs grain non irrigué. Et les pertes de rendement en 2022 par rapport au normal 2017-2021. Donc vous voyez que dans le sud-ouest, c'est là où il y a les pertes les plus importantes. On est sur moins 50% en Occitanie, moins 35% en Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, vous voyez aussi que potentiellement, comme le maïs c'est quand même une plante qui aime la chaleur, au contraire, potentiellement dans le nord, l'élévation des températures, ça peut avoir des impacts positifs sur la culture du maïs. Et vous avez à côté juste les effets sur le maïs irrigué. Donc là, les baisses, elles sont elles sont amorties. Hein. On est sur moins 5% sur le 64%. Moins 20% sur la Haute-Garonne et le Tarn. Mais par contre, on peut même aller jusqu'à 30% sur du maïs irrigué dans les Pyrénées-Orientales, qui est certainement le département le plus touché par le changement climatique. Voilà, tout à fait. Et en 2024, c'est plus les récoltes qui ont posé problème. Donc là, vous avez le pourcentage de maïs récolté en France, donc en rouge c'est cette année et en bleu c'était l'an dernier, et la courbe en pointillé c'est des moyennes sur les 5 dernières années. Donc vous voyez qu'à cause des pluies automnales, il y a eu une forte attente pour pouvoir récolter le maïs. Donc ça, oui, parce que le changement climatique, ce n'est pas que les pointes de chaleur et la température. Voilà. Il y a aussi des excès dans tous les sens. Quoi. Voilà, tout à fait. Bon, ça, on ne peut pas corréler directement ces pluies automnales qu'on a eu cette année avec le changement climatique, mais malgré tout, ça peut être un impact. On ne peut pas le dire avec certitude, mais cette année, c'est ce qui a posé problème sur la culture du maïs. C'est plutôt une année particulièrement humide tout le long de l'année qui fait qu'elle est exceptionnelle. Quoi. Oui. Alors, sachant qu'une année particulièrement humide, je regardais les chiffres à Pau-Uzéen, on n'est qu'à plus 12% de précipitations par rapport à une année normale. Dans le département. Oui, dans le département. Oui, ce qui n'est pas... Non. Mais on a eu des mois avec des précipitations très élevées. C'est ça aussi qui a... Donc, bien entendu, on sait pourquoi le maïs est sensible au changement climatique. Donc, évidemment, le maïs, c'est quand même une plante qui aime la chaleur. Mais en deçà d'une certaine température, c'est-à-dire qu'au-delà de 31 degrés, le maïs il commence à freiner sa croissance. Voilà. Donc c'est vraiment une température seuil.
Et ensuite, il y a les températures très élevées, donc notamment au-delà de 35 degrés, qui peuvent avoir des conséquences plus importantes, et notamment sur la pollinisation, la fécondation. Voilà, et c'est notamment ce qu'on a connu en 2022, avec des chaleurs très précoces et très élevées, qui ont pénalisé la fécondation et derrière les rendements du maïs. Donc, sur le stress hydrique, c'est pareil. Donc là, vous avez au milieu du graphique la sensibilité au stress hydrique. Et en fait, là où le maïs est le plus sensible au stress hydrique, c'est pendant la floraison. Parce que ça va conditionner le nombre de grains par épi et donc derrière le rendement. Les stress qui sont précoces, donc c'est-à-dire en juillet en gros, et au remplissage du grain, on va dire qu'ils sont plus négligeables, même si au remplissage du grain, ça peut avoir un effet sur le poids moyen du grain et donc derrière sur le rendement. Mais c'est vraiment lors de la floraison que les stress hydriques peuvent être le plus pénalisants. Bon, ce qui nous attend dans le futur. Donc là, je vais vous présenter des prévisions donc selon le modèle plus 4 degrés dont je vous ai parlé avant. Et j'ai centré les prévisions sur Serre-Casse-Tête à côté. Donc, voilà. Donc, sur la température moyenne annuelle, donc à chaque fois sur les graphiques, vous voyez 2010 à gauche, 2030, 2050. Et pour information, 2100, même si c'est plus éloigné évidemment, sur la droite. Bon, ce qu'il faut... Vous savez tous lire les boîtes à moustaches, mais ce qu'il faut regarder, c'est la moyenne des boîtes à moustaches. Et après, on a des extrêmes qui peuvent arriver certaines années. Donc voilà, en 2050, on serait sur plus 1,4 degré en moyenne par rapport à 2010. Si on distingue par saison, au printemps, on est sur plus 1 degré, en été sur plus 1,6 degré, et en automne sur plus 1,5 degré. Donc voilà, on voit bien qu'en été, la hausse reste prononcée, avec donc des impacts potentiels sur la culture du maïs. Ensuite, si on regarde sur la période de semis, donc là j'ai pris une période assez large, du 20 mars au 15 mai, donc à gauche, vous avez le nombre de jours avec la température maximale inférieure à 20 degrés. Donc ce nombre de jours avec des températures inférieures à 20 degrés, ça peut ralentir, ces jours-là peuvent ralentir la levée, on va dire. Au centre, vous avez le nombre de jours avec la température maximale inférieure à 10 degrés. Donc ça, c'est des jours qui peuvent venir ralentir la germination du maïs. Et ensuite, à droite, vous avez le nombre de jours de pluie sur cette période-là, donc qui conditionne le travail des agriculteurs pour semer le maïs. Donc vous voyez que là, c'est plutôt favorable, au final, on le sait. C'est pas si facile que ça à comprendre, là. Donc, par exemple, vous prenez le nombre de jours avec la température inférieure à 20 degrés. Ouais. Donc, comment il faut comprendre le graphique de gauche, par exemple classiquement, comme les températures se réchauffent, évidemment, le nombre de jours avec une température maximale inférieure à 20 degrés va diminuer. Oui. Et du coup, ça sera plus favorable pour la levée du maïs. Idem pour la Tmax inférieure à 10 degrés, ça va être plus favorable pour la germination du maïs. Et donc, bon, c'est des choses qu'on observe déjà, c'est-à-dire que les agriculteurs pourront semer un peu plus tôt, oui. Et sans aucun problème, voilà. Oui, avec moins de problèmes. Oui, donc on peut se dire ça, c'est plutôt favorable. Plutôt favorable. En fait, ça permet aussi de se dire que dans une stratégie, on va dire, d'évitement, ça permet de semer plus tôt. Oui, ça permet de semer plus tôt, et ça permet aussi c'est ce qui a déjà été vu, de semer des variétés plus tardives, etc. Ce que les agriculteurs ont déjà mis en œuvre. Oui, bien sûr, tout à fait. Si. J'ai sauté... Non, c'est bon. Donc là, c'est un exemple de l'évolution des dates de récolte. Donc, on est toujours à Serre-Casse-Tête. Pour un maïs grain très tardif, semé le 15 avril, à gauche, et pour un maïs grain très tardif, semé le 30 avril à droite.
Et donc, vous voyez l'évolution en 2030 et en 2050 de la date potentielle de récolte. Donc voilà, pour un maïs grain très tardif semé le 15 avril, on était autour du 25 septembre en 2010 et on sera potentiellement autour du 12 septembre, donc début septembre en 2050. Donc ça, c'est quand même pas neutre parce que cette accélération des stades, ça fait quand même une diminution de la photosynthèse, ça accélère la phase de remplissage du grain et donc potentiellement, je dis bien potentiellement, c'est pas tout à fait mécanique, mais ça peut entraîner une diminution de rendement puisque c'est dans cette phase de remplissage du grain que se fait le rendement. Bon, c'est tout à fait pareil. Là, j'ai mis d'autres exemples, mais j'ai mis un maïs en silage tardif semé le 15 avril versus un maïs en silage tardif semé le 30 avril. C'est exactement la même chose qu'on observe. Donc on serait sur une accélération des stades. 11 à 13 jours plus tôt. Oui, tout à fait. Et idem, là c'est sur des maïs plutôt précoces, donc à gauche maïs grain demi-précoce semé le 30 avril, et à droite maïs en silage demi-précoce semé le 30 avril, avec là aussi c'est cet avancement de 15 jours de la date de récolte. Donc ça, je vous montre ça, voilà, vous le savez, évidemment avec l'augmentation des températures, ça induit ça. Ça permet aussi de réfléchir aux pistes d'adaptation avec les différentes variétés, les précocités, etc. Voilà, c'est à ça que ça peut permettre. Oui. Sur les stress thermiques, donc vous voyez, on se rappelle ce qu'on a dit avant, dès 31 degrés, le maïs ralentit sa croissance, dès 35 degrés, il peut y avoir des stress. Donc là, c'est à gauche le nombre de jours avec une température supérieure à 31 degrés du 1er juin au 31 août. Donc vous voyez que quand on regarde les modèles, les augmentations observées sont assez faibles. Oui. Mais je vous ai mis la référence de 2022. On est déjà dans les maximums. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que là, donc, si je comprends bien, on était en 2010 à moins de 10 jours. Ouais. On serait donc autour de 15 jours en 2050. Ouais. Mais si on regarde une année de pic comme 2022, on était déjà à 33 jours. Tout à fait. Et ça, c'est dû au fait que dans les modèles climatiques, c'est très compliqué de modéliser les extrêmes. Et voilà, là, les modèles, ils ont évolué. Mais les températures qu'on a vécues en 2022, ben, c'était pas forcément prévu dans les modèles climatiques. Oui. Donc, voilà. Ça explose les modèles. Oui, en partie. Donc c'est très difficile de modéliser ces conséquences. Et c'est pareil sur le nombre de jours supérieur à 35 degrés. Voilà, on était sur un nombre de jours en 2022 entre le 20 juin et le 31 juillet, donc pendant potentiellement la pollinisation, un nombre de jours élevé qui a pénalisé derrière les rendements. Sur les précipitations, ben pareil, on va avoir des précipitations potentiellement en baisse. Donc à gauche, vous avez les précipitations totales du 1er avril au 30 septembre. Donc voilà, en 2050, une diminution de 13% des précipitations. Et à droite, les précipitations du 15 juin au 31 juillet, donc pendant la phase la plus importante pour le maïs. Bon, et là, on est en 2050 sur moins 23 mm. De baisse de précipitation par rapport à 2010. Mais il ne faut pas forcément regarder que ça, parce qu'il faut regarder aussi, avec l'augmentation des températures, il y a l'évapotranspiration qui augmente. Donc l'évapotranspiration, c'est l'eau qui part du sol ou des surfaces artificialisées et qui repart dans l'atmosphère. Et donc, ce qu'il vaut mieux regarder que seule l'évolution des précipitations, c'est le bilan hydrique. Donc, c'est l'évolution des précipitations moins l'évapotranspiration. Voilà. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a un bilan hydrique de plus en plus négatif. Donc, à gauche, vous voyez, si on prend du 1er avril au 30 septembre, on est à moins 112 mm. Et du 15 juillet au 31 juillet, moins 35 mm en 2050 par rapport à 2010. Donc là, j'ai mis juste une étude d'Arvalis qui montre l'évolution potentielle de rendement avec l'effet
essentiellement du stress hydrique à Agen et à Cognac, du stress hydrique et de l'évolution des températures. Donc voilà, et là, sans levier d'adaptation. Donc vous voyez à chaque fois, sauf sur les maïs précoces, qu'on a une diminution potentielle des rendements prévus. Alors, je vais de suite nuancer ça. C'est-à-dire que, bon, je vous ai montré avant des évolutions qui sont potentiellement négatives pour les rendements, mais c'est quand même très compliqué de modéliser l'influence de tous les changements qu'on peut avoir et qui vont avoir un effet sur le maïs, sur le rendement. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent avoir un effet dont on n'a pas vraiment parlé. Donc il y a notamment l'effet fertilisant du CO2, puisqu'on émet du CO2, donc c'est un effet positif sur la photosynthèse. Et donc ça, suivant les études, les effets sur le maïs, c'est quand même pas toujours très clair. Certaines études disent qu'il y en a un, d'autres beaucoup moins. Donc ça, c'est pas toujours très clair. Il y a évidemment les stress thermiques et hydriques, donc ça, on sait que ça a un effet négatif. Mais les événements extrêmes, par exemple, c'est extrêmement difficile à modéliser. Et à côté de ça, il y a aussi de l'évolution génétique permanente, y compris pour s'adapter au changement climatique. Et il y a l'adaptation d'année en année des agriculteurs et des agricultrices. Voilà. Donc, c'est quand même très compliqué de modéliser l'évolution potentielle des rendements. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut regarder les tendances, en fait. Oui, il faut regarder les tendances, mais de tout mettre ensemble, ça reste quand même compliqué. Ce qui est sûr, c'est que sans adaptation, voilà, il y a plein de leviers d'adaptation qui vont être évoqués par les intervenants après, donc je ne rentre pas dans le sujet. Mais il y aura une diminution des rendements sans adaptation. Et pour finir, je montre juste donc des évolutions potentielles à l'échelle du monde. Donc là, c'est juste pour voir, là, il y a tout qui a été modélisé ensemble. Donc ça, c'est les zones où il y a actuellement du maïs dans le monde. Et c'est pour voir l'évolution des rendements potentiels, donc que ce soit en 2050 ou en 2100. Donc vous voyez, évidemment, quand c'est plus en rouge, c'est qu'il y a une diminution assez forte du rendement. Quand c'est en vert, c'est qu'il y a des évolutions positives. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des évolutions positives dans certaines régions du monde, notamment en 2050 et même en 2100. Mais en 2100, il y a quand même beaucoup de régions dans le monde où il y aura un effet très négatif. Mais ça, c'est que sur les régions où il y a du maïs actuellement. Ah oui. Si on regarde, par exemple, en Europe, les régions où il n'y a pas de maïs actuellement, donc à gauche, c'est en gris, quoi, et où il pourrait y avoir du maïs en 2050 à droite, vous voyez évidemment que c'est toute la partie, notamment en Russie. Russie, c'est impressionnant, oui. Voilà. Et, évidemment, c'est un enjeu aussi de la guerre qu'il y a, hein, mais voilà, il y a plein de zones en Russie qui sont extrêmement fertiles et qui auront demain un climat tout à fait adapté à la culture du maïs, ce qui pourra du coup reconfigurer le marché mondial et avoir des influences en cascade sur tout le monde. Voilà. Et là, c'est qu'en Europe, mais il pourrait y avoir aussi d'autres zones comme ça. Ça leur multiplie leurs zones quasiment par 2, voire plus. C'est impressionnant. Oui. Oui, ça fait réfléchir, effectivement. Très bien. Et donc, j'ai terminé ma présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Allez, on a le temps pour une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut poser une question? Non? Alors moi j'en ai une. Donc vous présentez vos travaux, vos réflexions très souvent auprès des agriculteurs. Comment c'est perçu par les agriculteurs? Est-ce que vous est-ce que vous sentez une sensibilisation? Alors, bien sûr, il y a une sensibilisation. Les agriculteurs, ils voient ces changements au quotidien. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la sensibilisation est beaucoup plus simple, entre guillemets, après des années comme 2022, où les agriculteurs ont vu vraiment les conséquences. Les conséquences, oui. Et du coup, là, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Après, évidemment, on le sait, dans l'activité agricole, il n'y a pas que cet enjeu-là, il y a plein d'autres enjeux.
et quand on a des problèmes de prix, de rémunération, etc., des enjeux de moyen long terme comme le changement climatique, c'est pas toujours la priorité. Et c'est normal, puisque c'est les enjeux de court terme qui reprennent le dessus. Après, évidemment, je fais jamais des présentations comme ça aux agriculteurs sans évoquer des leviers d'adaptation, parce que sinon on va pas au bout. Mais bon, là, ce sera les autres intervenants qui discuteront là-dessus, donc c'était pas mon rôle. Très bien, merci pour cette conclusion qui ouvre évidemment la voie à tout ce que l'on va entendre dans la matinée et dans les 2 journées d'ailleurs aussi. Merci beaucoup Jean Bedou, je crois qu'on peut encore l'applaudir. Merci.